Bonjour, vous écoutez le podcast Regard Queer, le podcast créé par 8 étudiantes et étudiants de l'Université de Tours et le festival de cinéma LGBT Désir. Durant 4 semaines, notre équipe est partie à la rencontre de personnalités du monde des médias, mais pas n'importe quelle personnalité, celles qui s'intéressent et travaillent à comprendre et faire comprendre la cause LGBT, celles qui mettent en lumière l'imbrication intersectionnelle des sujets. Bonne écoute. Salut, moi c'est Emma, étudiante en master de sociologie. Et moi c'est Zoé, étudiante en psychologie. Dans cet épisode, nous avons rencontré Charline Curtelin, metteuse en scène et comédienne. Elle a notamment écrit et réalisé le podcast J'aime les filles, toujours disponible sur les plateformes, qui propose des récits de femmes qui aiment les femmes et qui mélange témoignages et fiction radio. J'aime les filles, c'est d'abord une chanson de Jacques Dutronc. Une chanson qui place les femmes en tant qu'objet de désir. Parce qu'il aime les filles qu'on voit dans elles, celles dans l'embarras, celles avec ou sans papa, celles de La Rochelle et même les intellectuels. Moi aussi, comme Jacques, j'avais envie de parler de l'amour des femmes, mais de celui qui les concerne. Celui dont elles sont les sujets, celui qu'elles éprouvent les unes pour les autres, celui qui les fait vibrer et celui qui les pousse souvent à se cacher totalement ou partiellement. Avec elle, nous avons parlé de son parcours de metteuse en scène et de l'importance sociale du théâtre. De la représentation des personnes LGBTQIA+, dans les récits. Et plus spécifiquement de la représentation des femmes qui aiment les femmes au cinéma. On vous laisse découvrir notre entretien dans cet épisode de Regard Queer. Bonne écoute. Là, je viens juste d'être diplômée d'un master de mise en scène à la Manufacture de Lausanne, donc c'est un master de théâtre. J'ai été diplômée là en septembre et avant ça j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles, donc Cagnes-Hippocagne en littéraire et puis en spécialité cinéma. Donc j'ai d'abord étudié ça en fait. J'avais fait un peu de théâtre avant mais c'était plus dans des cours un peu amateurs. Et donc ça c'était à Lille. Après Lille je suis allée à Paris et là je suis rentrée dans un conservatoire d'arrondissement où j'ai fait 3 ans de jeu du coup, donc en tant que comédienne, donc de formation dans les conservatoires d'arrondissement de Paris. Et j'ai commencé un master en cinéma, donc un master 1, parce que j'ai pas pu faire mon master 2 parce que je suis rentrée justement dans cette école de théâtre à Lausanne. J'ai une compagnie de théâtre donc qui s'appelle la Compagnie des Humeurs Massacrantes, dont je suis donc co-directrice. L'autre directrice est comédienne et s'appelle Mathilde Bustac. Donc on gère cette compagnie ensemble depuis 4 ans maintenant et on a fait plusieurs spectacles. Donc là on vient de finir notre 3e création ensemble. On voulait un nom qui soit assez percutant. On avait envie que ça soit assez fort comme nom parce qu'on avait un engagement quand même, une volonté d'un engagement assez radical. On avait envie de parler beaucoup des sujets assez tabous et du coup, on avait envie que ce nom, il résonne un peu aussi comme ça. Et en fait, je pense que c'est aussi une volonté assez féministe au final. Parce que quand on est une femme et que, bon, c'est un peu trash ce que je vais dire, mais c'est vrai en même temps, je trouve que quand on arrive dans un théâtre en tant que femme, ça peut être un peu compliqué parfois de se faire respecter. Et c'est vrai que quand on s'appelle les Humeurs Massacrantes, les gens sont assez surpris et un peu impressionnés. Et du coup, ça donne tout de suite un côté un peu, on va pas se laisser marcher dessus. Et je pense que du coup, le nom, il est quand même assez bien choisi pour ça. Donc je dirais qu'il y a la radicalité d'un côté et aussi un côté aussi par rapport au milieu du théâtre et le fait d'être femme dans le milieu du théâtre, même si c'est en train de beaucoup évoluer aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de machisme. Et du coup, je crois que ce nom, il est aussi assez fort pour ça. Quel est ton rapport au théâtre ? Qu'est-ce que cela représente pour toi ? C'est toute ma vie. Je sais pas comment dire ça, mais non, c'est là où je me suis vraiment engagée. Pour moi, c'est aussi une décision très radicale de faire du théâtre aujourd'hui parce que c'est un milieu très précaire.
Donc, si on veut le faire, il faut vraiment avoir une envie extrêmement forte. Et en même temps, c'est une énorme chance d'avoir pu faire une école. Je trouve que c'est une position très privilégiée et c'est aussi une énorme responsabilité parce qu'en tant qu'artiste, moi, je suis encore une jeune artiste, mais en tant qu'artiste, on a vraiment la responsabilité de raconter des histoires aux gens. Et du coup, je pense que c'est aussi qu'est-ce qu'on a décidé de raconter, mais aussi comment on va le raconter, pourquoi. Et donc, je pense que c'est des questions qui me passionnent et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce métier. Et pour moi, le théâtre, ça représente aussi ça, c'est-à-dire le rapport avec les gens, comment on va ouvrir leur imaginaire, proposer des nouvelles façons de raconter ou des nouveaux sujets. Et moi, je pense que c'est ça qui me fait vibrer aussi, la question de la représentation, la question de l'histoire. Est-ce que dans ta compagnie, tu peux réellement avoir toutes les libertés sur les différents sujets que tu abordes ? Est-ce que ça t'arrive de te censurer face à certains sujets ? Alors en fait, il s'avère que mon premier spectacle s'appelait #, danser n'est pas un crime. Et c'était un spectacle sur des femmes iraniennes qui se battent. Donc en fait, c'était sur les femmes activistes, donc sur l'activisme en Iran. Donc j'avais écrit une sorte de fiction, mais qui était vraiment basée sur des recherches très documentaires. Donc, en fait, il faut savoir que mon master de cinéma, c'était sur justement les femmes iraniennes, saoudiennes et afghanes au cinéma. Et du coup, j'avais quand même fait pas mal de recherches par rapport à ça. Et puis, c'était une question qui m'avait toujours énormément touchée parce que je trouvais que ces femmes, elles avaient beaucoup de courage parce qu'elles étaient forcément dans des conditions de création extrêmes, vraiment soumises à la censure. Là où moi, je me sentais extrêmement privilégiée, donc j'avais envie de leur rendre hommage, en fait. Et il s'avère que c'est mon premier spectacle. Et en fait, ça a été très difficile parce que j'ai choisi des actrices qui déjà étaient blanches, parce que j'avais pas d'actrice iranienne ici en France et tout ça. Donc, je les faisais en plus porter le voile sur scène. Donc, elles jouaient des personnages, hein. Elles jouaient des personnages qui étaient iraniennes et qui étaient inspirés de personnages réels. Et c'est un spectacle que j'ai adoré créer, qui avait vraiment du sens pour moi. Mais c'est vrai que j'ai eu énormément de critiques par rapport à ça, par rapport au fait que moi, j'étais blanche et que je parlais quand même de personnes racisées et qu'en plus, mes interprètes étaient blanches. Et du coup, il y avait vraiment une question par rapport à ça qui s'est posée. Donc, je vous parle de ça, c'était quand même il y a à peu près 2-3 ans. Donc, je pense qu'on commençait à rentrer dans ces questions de représentation. Et comme j'étais assez jeune, j'avais 20 ans, je me rendais pas compte, en fait, aussi, je pense, j'avais conscience de ça, mais je voyais pas vraiment le problème, je pense, à l'époque. Je l'entendais, mais je me disais, oui, mais on peut raconter des histoires. C'est une histoire, c'est une fiction. Donc, en fait, c'est pas la réalité. C'est la réalité en même temps, mais c'est un spectacle. Et du coup, il y avait toute cette chose un peu. Et c'est vrai que je me dis qu'aujourd'hui, je me pose vraiment la question aujourd'hui, est-ce que je pourrais refaire un spectacle comme ça ? Et voilà, c'est vraiment une question que je me pose par rapport à cette question de la censure. Parce qu'en même temps, oui, effectivement, c'est peut-être une question de censure, mais en même temps, je crois que c'est très important que les personnes représentées puissent raconter leurs propres histoires aujourd'hui. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a un endroit où, oui, je me suis un peu sentie censurée à l'époque. Ou plutôt, c'était pas censuré parce qu'on l'a beaucoup joué, ce spectacle. En fait, il a beaucoup parlé à des gens. Il y a beaucoup d'Iraniennes qui sont venues me voir à la fin des spectacles. Elles ont été hyper touchées, en fait, qu'on raconte leur histoire. Je suis même partie aux États-Unis rencontrer une activiste. Elle était à fond avec nous en disant que c'était incroyable ce qu'on faisait, qu'elle voulait trop qu'on raconte son histoire. Je trouve qu'il y avait vraiment un engouement aussi. Il y avait vraiment une fonction hyper politique en fait du spectacle. Mais j'entendais aussi ces critiques qui m'étaient faites par rapport à ça. Et du coup, je pense que c'est une vraie question aujourd'hui. Oui, de la représentation. Là, j'ai pas encore énormément lu par rapport à ça, mais je sais qu'il y a un spectacle qui a été programmé à Paris, qui a été déprogrammé parce qu'en fait, il y a une personne. C'est l'histoire d'une personne trans et en fait ce n'est pas une personne trans qui joue le personnage trans, donc je pense que c'est toutes des questions aujourd'hui qu'on est en train de redéfinir, de se reposer en fait, et je crois que c'est très important. Mais c'est vrai qu'il y a un endroit où du coup je me dis il y a des histoires qu'aujourd'hui moi en tant que Charline Curtelin, personne blanche, je parle d'un certain endroit et j'ai l'impression que je peux pas parler forcément de tous les endroits. Voilà, donc je dirais que c'est un peu la seule chose, mais sinon par contre je me sens pas du tout censurée dans mes histoires, j'écris vraiment ce que je veux, mais voilà, ça me pose quand même ces questions-là. Je me pose quand même ces questions-là actuellement. Qu'est-ce qui t'a amené à la création du podcast J'aime les filles ? Ça fait longtemps que j'avais envie de créer un podcast parce que quand j'étais jeune, j'avais fait un peu de radio, plus de la radio pour le web, mais vraiment quand j'étais très très jeune, quand j'étais adolescente. Et donc voilà, j'ai fait aussi beaucoup de musique, donc j'étais très portée même dans ma conception du théâtre, on va dire, et du cinéma sur la question du son.
Et donc, il y a eu un organisme en Suisse qui s'appelle la HESSO qui lance un appel à projet pour lutter contre le sexisme et le harcèlement au sein des hautes écoles. Et donc, j'ai répondu à cet appel parce que je me suis dit que j'avais très envie de les aider. En fait, au début, c'était aussi un peu cette idée-là, quoi, de contribuer à cette chose qu'ils mettaient en place, parce que je trouvais ça vraiment super. Et puis moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de raconter, de donner la parole plutôt à des femmes qui aiment les femmes. C'est comme ça que j'ai appelé mon podcast. Ouais, j'avais beaucoup envie de donner la parole à ces femmes-là parce que je trouvais que c'était invisibilisé et je pense que c'est quelque chose qui est assez cohérent aussi dans ma démarche artistique parce que j'ai écrit beaucoup de spectacles quand même sur des sujets tabous. Donc j'ai parlé de l'Iran parce que pour moi, c'était aussi mon premier spectacle. C'était quand même assez radical, assez fort, même si je vous ai expliqué toutes les problématiques avant. Il y avait quand même cette question de la censure. De la censure pour les femmes, pas pour moi, je veux dire les femmes iraniennes. Donc il y avait vraiment ce tabou-là. Et puis du coup ça faisait sens en fait de faire un podcast aussi sur ce qui me semble être tabou aujourd'hui aussi en France. Et c'est pour ça donc les 5 directions que vous avez écoutées, donc la question de la sexualité, comment on se rencontre, la question de la PMA, de l'adoption, c'était des questions qui je trouvais qui n'avaient pas été beaucoup traitées, même si ça l'était bien sûr, mais pas de manière très informative non plus. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai construit 3 parties, parce que j'avais besoin de beaucoup il me semblait qu'il manquait beaucoup d'informations à aller chercher. Pourquoi avoir choisi de mettre des scènes de théâtre au début des podcasts ? Je pense que c'est parce que c'est ce que j'aime écrire déjà, et j'avais envie d'une ouverture un peu fictionnelle, que ce soit quelque chose d'assez doux aussi au début pour les auditeurs, auditrices. Ouais, je trouvais que c'était une belle manière d'entrer aussi dans un podcast, de suivre un peu une fiction. Moi, je suis très sériephile, je pense qu'on dit comme ça. Et du coup, il y avait cette idée aussi de créer une sorte de mini-série qui nous fasse aller d'épisode en épisode. Quel rôle social peut avoir le théâtre dans les questions de combat LGBTQIA+. Je pense que le théâtre a quand même une place très fondamentale. C'est pas que je suis pas militant, je me considère pas comme quelqu'un de militant qui va militer directement. Je pense que ça, c'est un autre terrain, c'est d'autres façons de lutter. Mais je pense que le théâtre, c'est justement un endroit de lutte, mais par un autre, comme si c'était un endroit un peu filtré ou un peu plus doux. Et du coup, je pense que ça atteint différents types de personnes aussi. Je pense qu'on peut atteindre quand même des gens assez différents dans une salle de théâtre. Et alors que je pense que, par exemple, le militantisme, il va faire des actions chocs, des choses qui vont avoir des résonances à un autre endroit, en fait, hyper important, bien sûr, mais d'un autre point de vue. Alors que je pense que le théâtre, c'est plus feutré, ça va plus un peu être, je vais dire un peu insidieux, mais je pense que ça peut un peu on peut venir au hasard, entre guillemets, dans une salle de théâtre et d'un seul coup tomber sur une histoire, par exemple, entre 2 femmes et en fait être un gros homophobe, quoi. Et peut-être, avec une lueur d'espoir, que ça peut un peu nous ébranler ou nous faire poser des questions alors qu'on s'y attendait pas. Ça veut pas dire qu'on va remettre en question toute notre vie, hein. Je dis pas du tout que le théâtre va changer le monde, je suis pas sûre de ça. Mais je pense que si je fais du théâtre, c'est aussi parce que je crois que le théâtre le peut. Donc même si c'est un peu illusoire et un peu idéaliste, j'en ai conscience, mais je pense que c'est un endroit aussi vraiment de rêve où on peut déployer énormément de choses, donc je pense que ça peut vraiment réveiller des choses chez les gens. Je crois que ça peut faire ça, sinon je pense que je ferais pas du théâtre, je pense que j'irais militer, quoi, je veux dire. Mais je pense que ça peut le faire, en tout cas. La fiction, elle raconte vraiment une histoire d'amour et comment l'histoire d'amour se construit. Et en fait, c'est pas seulement une femme, c'est vraiment ces 2 filles qui s'aiment, comment elles vont s'aimer et comment leur histoire va en fait évoluer. Et en fait, au fur et à mesure de cette évolution, elles vont rencontrer plusieurs problématiques. Donc d'abord, elles se rencontrent, ensuite elles font l'amour, ensuite, il y en a une qui se fait harceler, etc., etc. Et le fil de leur vie nous amène à comprendre, à déployer différentes problématiques, quoi, en fait. Dans le podcast, il y a des vrais témoignages de gens qui ont vécu des choses parfois assez difficiles liées au harcèlement ou au coming out. Est-ce que c'était pas trop dur d'interroger ces personnes sur leur vécu ? Non, c'était pas compliqué parce que j'aime beaucoup écouter les gens et du coup, ça m'a passionnée en fait. Alors c'est un peu bizarre de dire ça comme ça m'a bien sûr rendue hyper triste pour elle. C'est des moments très difficiles. De toute façon, je pense même pour elle à re-raconter et tout ça. Et en fait, moi, j'avais plus peur que elle, ça leur fasse du mal de raconter ces choses-là. Mais en fait, je crois qu'au contraire, ça nous fait vraiment du bien de raconter les choses. Et c'est aussi pour ça que je fais du théâtre. Et je sentais vraiment, si tu veux, à la fin, elle me disait vraiment « Ah, ça me fait vraiment du bien de raconter ça parce que je ne l'ai pas beaucoup raconté, en fait. » Ou on ne me le demande pas souvent parce que c'est un peu tabou, justement. Comment tu as dit à ta famille que tu aimais les filles, souvent, les gens pensent, en fait, que c'est plein de souffrance et parfois, malheureusement, à raison. Et du coup, ils ne vont pas forcément
me poser cette question. Enfin, voilà. Et je pense qu'elles n'avaient pas eu beaucoup l'occasion de le raconter. Et du coup, je sentais quand elles le racontaient que c'était pas si émotionnel chez elles, en fait. Enfin, évidemment, bien sûr, il y avait de l'émotion, mais il y avait aussi un désir de raconter et je crois comme quelque chose d'assez cathartique, en fait. Quelque chose de soulageant, de libérateur, voilà. Et donc pour moi, non, je sentais juste que je récoltais une parole hyper importante. Donc c'est vrai que j'étais toute contente parce que je me disais, je pensais pas avoir des choses aussi intéressantes. Et en fait, je trouvais ça hyper intéressant comment elles avaient vécu ça, aussi comment elles l'analysaient, parce que je trouve qu'il y en a qui font pas que raconter, mais aussi elles analysent aussi. Et je trouvais ça hyper beau. Je me souviens, ça fait longtemps que je l'ai fait, donc là je me rappelle plus de tout. Mais il y a une des filles qui disait que il y avait beaucoup de filles en fait qui n'en voulaient pas à leurs parents. Et en fait, moi, je trouvais ça fascinant parce que je me disais, mais moi, là, je serais en colère pour 15 ans, quoi. Enfin, voilà. Et en fait, elle était complètement dans le pardon. Alors, je pense que c'est aussi cette chose aussi de la religion et de la foi qui est aussi une question, moi, qui me passionne beaucoup. Et je trouvais ça très admirable, surtout que parfois, c'est des femmes qui sont très jeunes aussi. Et en fait, il y avait beaucoup de douceur dans la manière dont elles racontaient les choses, je trouvais. Donc, je pense que c'était pas trop dur non plus pour moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup cette question en ce moment aussi on est toujours, les personnes queer sont souvent représentées complètement déprimées, en souffrance parce que pas reconnues, larguées, malmenées. Enfin, il y a toutes ces représentations-là, mais effectivement, ça peut aussi très bien se passer. C'est pour ça que j'ai choisi aussi des témoignages où ça se passait bien. Enfin, je voulais vraiment des témoignages avec du positif, où ça se passait bien. Notamment, le dernier entretien avec les 2 filles qui ont un enfant. On sent vraiment qu'elles elles s'aiment à fond, qu'elles ont réussi, que toutes leurs familles ont accepté. Enfin, pour moi, c'est vraiment aussi un modèle, c'est pas de réussite, mais juste d'épanouissement en fait personnel dans sa queerness, je pense qu'on peut dire. Du coup, je trouve que c'est ça qui est beau aussi dans ce qu'elles ont donné en fait ces filles-là. Et après, je pense que raconter la souffrance, c'est pas quelque chose de négatif. En fait, c'est un peu comme, par exemple, quand je crée un spectacle, je pense que je me dis, ok, ça peut par exemple faire pleurer des gens, mais disons que j'ai pas l'impression que les gens doivent souffrir pendant un spectacle. Alors après, ça c'est très ma façon de penser. Il y a des gens qui veulent faire souffrir le spectateur, mais moi c'est pas du tout ma façon de penser. Je pense que si les gens souffrent en écoutant ou en racontant, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la consolation. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé par exemple pendant le fait qu'elle racontait. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour les gens quand même à l'écoute, parce que si ça les avait seulement fait souffrir, je pense qu'ils auraient arrêté d'écouter quelque part. Alors peut-être qu'il y a des gens, ça les a fait trop souffrir et ils ont arrêté, je ne sais pas. Mais oui, non, je crois que raconter ces histoires, effectivement, ça peut ramener à des choses difficiles. Mais je crois qu'on a besoin quand même de le savoir. Enfin, j'ai envie de dire, c'est comme ça qu'on sort aussi du tabou et qu'on va vers le mieux. Mais après, je suis d'accord qu'il ne faut pas que ça soit que là-dedans et que renfermé là-dedans. Enfin, ça, c'est quelque chose qui, moi, me choque aussi quand je vois un film qui vraiment est que dans cette dimension-là. Sauf si c'est quelque chose un peu de politique, d'historique, où c'est vraiment une histoire vraie. Et là, c'est un peu différent, je pense. Après, tu peux raconter des histoires tristes. Tu vois, là, mon prochain spectacle, c'est sur une femme qui a perdu sa compagne. Donc, c'est pas non plus hyper fun, mais elle a pas perdu sa compagne parce qu'elle est queer. Elle a perdu sa compagne parce que c'est la vie. Des fois, tu perds quelqu'un et il meurt et c'est triste. Mais en soi, ça pourrait ne pas l'être. Mais après, c'est vrai qu'il y a une tendance à raconter beaucoup d'histoires tristes autour de ça parce que je pense qu'il y a eu tellement peu de représentation, qu'il y a eu tellement de souffrance qu'en fait, les gens ont besoin aussi de raconter comme c'est en fait, ce qui se passe réellement. Je pense qu'il y a une colère aussi et donc, je pense que ça doit être pour ça. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre les histoires LGBTQIA+, racontées par les personnes concernées elles-mêmes, comme dans ton podcast, ou quand elles sont racontées par des personnes qui ne vivent pas ces réalités ? Ouais, c'est une vraie question. Enfin, je pense que c'est vraiment une question d'aujourd'hui. Enfin, moi, c'est vraiment une question que je me pose. Oui, bien sûr que je pense qu'il y a une différence, parce que quand tu vis une expérience et que tu la racontes, les gens vont pas l'entendre de la même manière que quand c'est quelqu'un qui n'y connaît rien quelque part qui va la raconter. Et je pense que oui, c'est sûr que oui, si tu racontes ta propre histoire, il y a quelque chose de peut-être beaucoup plus touchant, beaucoup moins cliché, en fait, c'est ça. Après, je pense qu'une personne qui est extrêmement bien documentée, qui tu vois, va rencontrer des gens, va vouloir après raconter l'histoire, ça peut aussi très bien fonctionner, en fait, je crois. Je crois qu'il faut juste pas être complètement détaché de ce que tu veux raconter. En fait, le problème, c'est de continuer à enfermer les histoires dans des clichés aussi.
Et je pense que c'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette chose de qui raconte les histoires, pourquoi, comment. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont raconté des histoires un peu n'importe comment en se disant, des femmes, par exemple, ça fait l'amour comme ça. Bah non, pas forcément, tu vois. Par exemple, Keshish, quoi. Là, je cite Keshish, je le cite dans le podcast. Voilà, parce que lui, il s'est dit, moi, mon fantasme de voir des filles faire l'amour, c'est ça. Bah oui, mais peut-être que c'est pas ça, en fait. Alors peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a des femmes qui font l'amour comme ça, tu vois. Je dis pas que Keshish, c'est n'importe quoi, tu vois. Enfin, mais je pense que c'est quand même la question d'un fantasme masculin et d'un gros male gaze quand même, parce que je pense que il s'est pas renseigné, il a pas, en fait aussi il a pas de modèle de female gaze, du coup il a juste produit ce que lui il imagine et sûrement de sa filmographie pornographique, hein, je ne sais pas, mais je trouve que il y a un endroit un peu comme ça et du coup je pense que c'est là le problème en fait. Et en plus, je dis qu'il n'avait pas de modèle de male gaze, mais c'est faux parce qu'il y a beaucoup de cinéastes féministes qu'on a très peu connus et qu'on redécouvre vachement aujourd'hui. Je pense qu'en fait, c'est juste un manque de culture féministe. Je pense qu'il y a vraiment un endroit d'inculture, quoi, autour de ces femmes qui ont été invisibilisées. Et donc, il y a des hommes qui ont voulu raconter les histoires des femmes, mais qui les ont mal racontées, quoi. Ou pas comme les femmes auraient voulu que ça soit raconté. Alors aujourd'hui, c'est en train quand même de beaucoup changer, j'ai l'impression, donc c'est super. Mais pendant très longtemps, quand La vie d'Adèle est sortie, moi, c'est le premier film de fille que j'ai vu, tu vois. J'avais vraiment rien vu avant, donc pour moi, c'était merveilleux qu'il fasse ça, tu vois. Donc aussi, il y a aussi ça. Pour moi, Keshish, bien sûr qu'il a pas forcément bien représenté, mais au moins, il a représenté quelque chose, tu vois. Et au moment où nous, en fait, on connaissait pas toutes les cinéastes qui existaient et tout ça. Donc en fait, c'est pour ça que je tape pas non plus sur Keshish. J'ai du mal à lui taper dessus parce que je trouve qu'en fait, il a quand même fait quelque chose. Alors, il l'a mal fait, tu vois, mais je pense que moi, à l'époque, j'étais incapable de me rendre compte qu'il le faisait mal, tu vois. Donc, il a dirigé mal mon regard, mais au moins, il a quand même un peu légitimé un vécu de femmes qui s'aiment, quoi, aussi. Parce qu'on a mis du temps à critiquer le film de Keshish quand même, parce que quand il est sorti, moi je me souviens, il y a un énorme engouement en disant oui, c'est incroyable, c'est révolutionnaire, Keshish, c'est un grand cinéaste, c'est sûr, mais après, ça n'empêche que la représentation, elle était vraiment pas idéale, quoi. Selon toi, quelle représentation les médias ont des LGBTQIA+ aujourd'hui ? Je pense que c'est quand même en train énormément d'évoluer. Après, moi, je me pose beaucoup de questions quand même parce qu'en fait, des fois, j'ai l'impression que je suis quand même dans un cercle où les choses évoluent et que j'ai l'impression que les choses évoluent. Et après, quand je vais dans la rue ou quand je parle avec certaines personnes, je me rends compte qu'en fait, c'est pas si facile que ça, en fait. J'ai l'impression qu'il suffit pas de juste raconter des histoires de femmes qui s'aiment ou d'hommes qui s'aiment ou de personnes trans. Bien sûr que c'est très important et je pense qu'il y a un énorme travail qui est fait là-dessus et moi, ça me fait beaucoup de bien de voir ça et je pense qu'il y a beaucoup de gens, même des personnes qui sont pas queer, je pense que ça fait beaucoup de bien d'avoir ces représentations-là, je pense que c'est hyper important et je pense que ça change quand même beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. J'ai l'impression aussi que les artistes et tout type d'artistes font très attention maintenant quand même à ces choses-là et se posent des questions et réfléchissent. Mais après, ça me pose quand même cette question de à quel point la représentation, elle ricoche sur les gens. Je pense qu'elle ricoche sur beaucoup de gens, mais pas assez, à mon avis. Mais après, j'ai pas du tout de réponse à ce qu'il faudrait faire. Je pense que c'est aussi quelque chose de lent. Je pense que c'est un processus très lent. Et moi, je dirais que ça a commencé vraiment il y a peut-être 2-3 ans. À mon avis, ça a commencé beaucoup plus longtemps, mais pour moi, ça a commencé vraiment à faire effet il y a 2-3 ans. Mais après, je pense que ça n'atteint malheureusement pas tout le monde parce que tout le monde ne va pas au cinéma. Bon, plus de gens vont au cinéma qu'au théâtre, mais tout le monde ne va pas au cinéma. Donc voilà, après, je trouve quand même qu'il y a... je vais parler un peu de Netflix, parce que moi, je suis très Netflix, même si j'essaie d'aider les cinémas d'arrêter et tout ça. Mais par exemple, quand on regarde Netflix, je trouve que... et je pense en fait, j'en parle parce que je pense que énormément de gens regardent ça aujourd'hui, que ça peut vraiment toucher tout le monde. Donc c'est pour ça que je parle de cette plateforme. Je trouve qu'il y a énormément de séries, surtout, des films aussi, mais c'est plus les séries, qui commencent vraiment à représenter les personnes queer et parfois quand même bien les représenter. Parfois, je trouve que non. Et parfois, je trouve que oui. Mais je vois qu'ils essayent de bien le faire. Donc déjà, je me dis, ils ont déjà essayé quelque chose. Et je trouve que ça, c'est vraiment chouette parce que je pense qu'il y a des gens
que ce soit dans mon entourage ou ailleurs, qui à une époque pouvaient vraiment pas du tout comprendre ces questions-là, ne même pas les entendre en fait, qui peut-être aujourd'hui ne peuvent toujours pas vraiment les comprendre, mais qui au moins savent que ça existe. Et du coup, je pense que les médias ont vraiment cette responsabilité et d'avoir cette voix de ça existe. Après, les gens peuvent l'ignorer, mais c'est là. Et du coup, je pense que ces choses-là, elles vont laisser une trace dans l'histoire et que ça va quand même changer des choses. Donc, je dirais que la représentation, elle est quand même en train vraiment d'évoluer, quoi. Et puis bon, il y a eu tout le hashtag MeToo. Bon, ça, c'est plus le côté femme. Mais bon, quand même, tu vois, le hashtag MeToo, je sais qu'ils ont relayé beaucoup de choses de la communauté queer. Donc, je pense qu'ils ont vraiment beaucoup visibilisé les choses. Adèle Haenel qui se lève. Enfin, il y a eu énormément de gestes, en fait, aussi, qui ont accompagné les médias et qui, je pense, ont été des gestes très forts et très importants, en fait, fondateurs. Est-ce que le fait que les personnes qui racontent la souffrance sont plus légitimes ou en tout cas, est-ce que ça a plus d'impact que des gens qui sont pas queer? C'est sûr que c'est plus marquant parce que c'est vrai. Et je pense quand même qu'en tant qu'humain, on a cette chose du vrai qui est très importante pour nous. Bien sûr qu'il y a la question de la fiction, mais je pense que quand quelque chose est vrai, ça va vraiment nous toucher au plus profond parce qu'on se reconnaît plus, on entend mieux, on écoute plus. Enfin, je pense qu'il y a vraiment cette fonction du réel qui nous rattrape en fait et du coup, on est happé par l'histoire qui est racontée. Et je pense que ce sont des témoignages très importants parce que quand on a vécu, on raconte aussi avec son émotion, son vécu, et donc on n'a pas la distance que peut avoir un artiste qui raconte une histoire qui n'est pas la sienne ou quand on écrit une fiction. Après, moi, je pense qu'il y a des fictions qui peuvent être vraiment extrêmement fortes et du coup venir toucher à un autre endroit le spectateur. Je parle du cinéma et du théâtre, hein, bien sûr, mais je pense que c'est quand même c'est un témoignage très... Enfin, ça arrive des témoignages très forts. Je pense à Océan, par exemple, qui avait fait son documentaire sur sa transition. Je pense que c'est un geste très fort. Enfin, moi, je me souviens très bien quand c'est sorti, c'était vraiment un événement parce que c'était la première chose un peu qu'on voyait, même sur France 2, il y a eu des documentaires. Enfin, moi, j'ai pas regardé ces documentaires parce que c'était vraiment dur, tu vois, justement sur la souffrance et tout. Et moi, je pouvais pas regarder tellement c'était trop dur pour moi de voir ces gens. En plus, souvent, c'est des gens qui ont souffert pendant des années parce qu'en fait, ils n'ont pas pu faire leur transition, ils n'ont pas pu. Enfin, il y a plein de gens qui ont vraiment été complètement invisibilisés et qui ont souffert énormément de cette invisibilisation. Et en plus, France 2, je pense qu'ils tirent vraiment les cordes sensibles et voilà. Et enfin, en même temps, voilà, en même temps, c'est bien parce que ça nous montre vraiment la souffrance. Mais bon, France 2, franchement, moi, je pouvais pas regarder parce que je pense que justement, il n'y avait pas ce filtre qui est important pour moi aussi de la fiction. Alors que Océan, c'est quand même un acteur. Bien sûr que c'est réel, mais il a une caméra, il filme, il y a des angles, il y a des choix quand même esthétiques. Et du coup, je pense que c'est là que ça devient aussi plus regardable, en tout cas, moi, dans ma sensibilité. Alors que peut-être quand je vais regarder un documentaire qui est réalisé par France 2, je parle pas d'un documentaire d'un cinéaste, sans vouloir insulter France 2, mais je trouve que des fois, c'est un peu brut. C'est trop dur pour moi de regarder. Alors, bien sûr, je peux me forcer à regarder pour me dire « Ah, il faut voir ça » et tout ça, mais je pense que j'avais compris au bout de 2 témoignages que, voilà, c'était dur, c'était de la souffrance et c'est terrible, en fait. Je pense que quand c'est un vrai documentaire vraiment ficelé, il y a toujours un point de vue dans un documentaire. Un documentaire, c'est pas la réalité. Enfin, c'est monté, c'est découpé, le cadre nous raconte quelque chose. Donc, en fait, il y a quand même une sorte de fiction qui entre dans le documentaire et ça, je trouve passionnant, en fait. Mais je pense, par contre, ça n'enlève pas le fait que je pense que quand une personne concernée raconte son histoire, c'est hyper fort, en fait. Parce que déjà, c'est très courageux de raconter son histoire. Je pense qu'il y a très peu de gens qui peuvent raconter leur histoire. Parce que c'est surtout quand tu as eu un parcours comme ça, plein de souffrances. Enfin, moi, je suis très admirative. Je trouve ça très, très beau. T'as pas la fiction qui te protège. T'as pas un plateau de théâtre. Certes, t'as une caméra, mais enfin, tu vas être diffusé sur tous les écrans. Enfin, c'est la question aussi de la nudité, quoi. Enfin, comment on se met à nu. Et là, c'est pas des acteurs qui se mettent à nu, c'est des vraies personnes. Je trouve que là, c'est encore une autre force, quoi. Je dirais que c'est un autre moyen de véhiculer cette souffrance, quoi. Donc oui, c'est très fort. Quelle est l'importance de faire un podcast sur les filles qui aiment les filles ? Est-ce que ça te permet de te réapproprier les voix qui peuvent être mal interprétées dans certains médias ? Oui, bien sûr. En fait, je pense au fait que ça s'appelle « J'aime les filles » comme la chanson de Jacques Dutronc. Enfin, il y avait quand même un petit pied de nez aussi, justement, à la façon dont on va voir... Bon, il parle pas des femmes qui aiment les femmes, Jacques Dutronc, mais
il est quand même très, il fait son catalogue, son supermarché des femmes, quoi. Donc il y avait aussi un petit côté de dire, ben nous aussi on aime les filles, mais on n'est pas obligé de le dire comme ça. Voilà. Donc je pense qu'il y avait vraiment cette question-là. Et oui, je pense que c'est une question de prendre du pouvoir. Enfin, surtout le podcast aujourd'hui, c'est un lieu de pouvoir énormissime. Plein de gens l'écoutent, ça se répand comme une traînée de poudre. Enfin, c'est fou. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont écouté mon podcast qui vont venir voir mes spectacles. Enfin, vraiment, je pense que c'est vraiment. En plus, tu vois, tu peux l'écouter partout. Il y a même des gens d'autres pays qui l'ont écouté, tu vois. Donc, enfin, il y a vraiment un pouvoir très puissant, un peu comme le cinéma, en fait, au final, mais vraiment purement dans l'écoute. Mais je pense que l'écoute, c'est très important parce que tu te concentres aussi sur la. Enfin, je pense que l'émotion de la voix, c'est encore plus fort que de voir quelqu'un s'exprimer parce que tu crées tout de suite une sensibilité, une sensation avec la personne qui parle. Et donc, je pense que c'est ça qui crée aussi le pouvoir quelque part. Donc, je pense que oui, c'était un moyen de, bien sûr, reprendre un peu de pouvoir, enfin, en tout cas, donner plutôt du pouvoir à ces femmes-là. Après, moi, je l'ai pris un peu aussi parce que j'ai fait une petite fiction et c'est quand même moi qui dirige les entretiens. Donc, bien sûr que je choisis ce que je demande et je sais où je veux qu'elles parlent et donc je dirige. Mais en soi, c'est quand même un podcast où il y a beaucoup des autres et très peu de moi. Alors que je pense que dans les spectacles, même si je travaille avec beaucoup de gens et que du coup, ma façon de raconter l'histoire, elle est très diffuse et c'est pas que moi qui raconte une histoire. Quand j'écris un spectacle, je l'écris, je le mets en scène. Donc, c'est quand même extrêmement dirigé par moi et c'est vraiment moi. Alors que je pense que dans le podcast, c'est beaucoup les femmes. Enfin, ces femmes qui aiment les femmes, quoi. Moi, je suis quelqu'un de quand même très pudique. Donc j'aime pas du tout qu'on me voie, j'aime pas du tout qu'on m'entende, enfin pas du tout. Évidemment je fais du théâtre, donc j'ai envie que les gens écoutent mes histoires, mais j'aime pas être directement présente. Donc par exemple j'écris, je mets en scène, mais jamais je vais venir saluer, enfin ou c'est très rare. Enfin voilà, j'aime bien être derrière en fait ce qui se fait. Et puis oui, donc je pense qu'il y a une question d'humilité, de dire je laisse la place aux autres et moi j'ai pas grand chose à faire ici. Je pense que je fais quand même une introduction et une conclusion parce que je suis obligée quand même de dire qui je suis, pourquoi je parle de ça et pourquoi je décide de faire ça. Mais j'avais quand même envie vraiment que ce soit aux autres en fait. J'avais vraiment envie que ce soit leur espace. Des fois, je les laissais parler très longtemps. Enfin, en fait, je coupais jamais quoi. Je les laissais parler quasiment tout ce qu'elles ont dit et dans le podcast. Enfin, presque en fait, parce que on a coupé pas mal de choses pour que ce soit quand même assez réduit. Mais il y avait, enfin, toutes les questions que j'ai posées, elles sont plus ou moins dedans quand même, parce que je ne les ai pas fait parler sur des choses où je pensais pas les mettre en fait. Pour moi, c'était très clair mes questions, très précis. Je savais très bien ce que je voulais. Donc voilà, et en fait je leur demandais toujours donc de reformuler la question dans la réponse parce que dès le début je savais que je voulais pas qu'on m'entende. Donc des fois on m'a mis quand même parce que sinon on comprend pas la réponse parce que les filles quand elles parlaient, parfois elles étaient toutes stressées donc elles oubliaient un peu mes consignes et tout ça, ce qui est normal. Mais je voulais vraiment que ce soit à elles en fait et qu'on m'oublie. En fait je voulais qu'on m'oublie parce que c'est pas mon histoire en fait. Enfin c'est vraiment la leur. J'ai eu pas mal de retours, des gens qui m'ont écrit. Enfin voilà, ça a quand même fait pas mal de bruit quoi. Enfin il y a pas mal de gens qui se sont intéressés. On a eu aussi des petits articles. Enfin voilà, il y a eu pas mal de gens qui m'ont dit que ça les avait beaucoup aidés aussi, qu'il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas en fait, par exemple la PMA, voilà. Ah oui, par contre j'ai eu une critique constructive. C'est vrai que pour l'épisode sur la PMA et l'adoption, j'étais pas très contente parce qu'en fait, j'ai eu énormément de mal à trouver quelqu'un qui veuille me parler de ces questions-là. Et en fait, c'est pas que j'ai pris quelqu'un au hasard, j'ai pris quelqu'un qui était un peu spécialisé dans ces questions, mais que je connaissais pas très bien. Alors que les autres, j'étais un peu sûre de moi sur les autres personnes et tout ça. Et il y a une personne qui m'a dit qu'en fait, l'avocate qui parle, il y en a qu'une en plus, donc il n'y a pas assez de sources, je trouve, dans cet épisode. Elle m'a dit qu'en fait, c'était pas vrai ce qu'elle disait. Enfin, qu'il y avait des erreurs dans ce que l'avocate disait. Donc, en soi, c'est pas de ma faute parce que j'ai quand même interviewé quelqu'un de spécialisé, donc je m'attendais quand même à avoir un contenu spécialisé. Mais apparemment, selon cette dame qui m'a fait cette critique, tout n'était pas vraiment vrai. Et du coup,